Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television. We're live from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. A bilingual edition of information on the first part is in the French language with Julien Berthe-Bissay. Julien Berthe-Bissay, bon après-midi. Good afternoon to you, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Ouvrons cette édition par l'actualité en santé. Ce mardi 1er décembre 2020 marque la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et la prévalence au Cameroun est en nette progression. En 6 mois, plus de 37 000 nouvelles infections ont été enregistrées. Le centre et le sud arrivent en tête des régions les plus touchées. Au Cameroun, la pandémie de coronavirus a freiné les efforts de lutte contre ce fléau. Nadine Yamou. Premier semestre de l'année 2020, le Cameroun a enregistré 37 435 nouvelles infections au VIH, soit un taux de prévalence de 3,1%. Des chiffres rendus publics par le Comité national de lutte contre le VIH-Sida. Ce taux important de contamination est dû, selon des médecins, au non-respect des mesures de précaution. Elle continue de faire des ravages parce qu'il y a des gens qui continuent encore de se contaminer. On a des contaminations nouvelles qui sont notées malgré les programmes de prévention. Il y a des gens qui continuent à être contaminés sans se soigner. Et il y a des gens qui développent des complications qui conduisent à la mort prématurée de ces gens-là. Parmi les régions les plus touchées, le sud et le centre arrivent en tête avec respectivement 5,9% et 4,1%. Avec la pandémie mondiale de coronavirus, la situation de nombreux patients séropositifs s'est considérablement dégradée au Cameroun. D'après les médecins, de nombreux malades ont déserté les hôpitaux. Et au plus fort de la crise sanitaire, l'OMS signalait une rupture d'antirétroviraux en raison de la fermeture des frontières et l'incapacité des fournisseurs à produire un stock important de médicaments. Pendant la période aiguë, on a effectivement vécu une période de tension, une période difficile, où on n'avait pas beaucoup de médicaments, ou alors on n'avait pas tout à fait les médicaments adaptés. Donc on a dû gérer en rationnant, on a dû gérer en donnant des médicaments qui étaient efficaces, mais qui n'étaient pas tout à fait appropriés à nos patients en particulier. Mais on a géré et on a pu limiter la casse. Malgré les multiples campagnes de dépistage, l'un des maillons faibles de la stratégie nationale de lutte contre le VIH-Sida reste la sensibilisation et la prise de conscience chez les personnes de couches sociales vulnérables que sont les jeunes. Il n'est jamais bon d'avoir une maladie qui constitue un problème de santé publique dans un pays. D'abord, continuer à informer, sensibiliser sur l'existence de cette maladie, sur les ravages de cette maladie, sur ses dangers. Sur le plan pratique, au niveau collectif, au niveau santé publique, il faut tester encore, tester toujours, c'est très important. Et à l'issue du test, ceux qui ont été diagnostiqués positifs pour l'infection à VIH, les mettre sous traitement, c'est très important. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, prévue tous les 1er décembre de chaque année, les médecins insistent sur la sensibilisation et encouragent chaque Camerounais à connaître son statut sérologique. À cet effet, une campagne de dépistage est en cours à l'hôpital général de Douala, comme dans bien d'autres formations sanitaires à travers le pays. Et dans le chapitre consacré aux faits de société, le présumé assassin du secrétaire général de la commune de Ngoro, Miozare, Raphaël Abesolo, qui est tombé dans les filets des éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2, est passé aux aveux et a également reconnu le meurtre d'une jeune dame et autres forfaits commis dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé. D'autres précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcel Nganson. Voici l'arme du crime, celle qui a ôté la vie à François Eyongo. Le secrétaire général de la commune de Ngoro a été tué à son domicile au quartier Touguébé dans la nuit du 15 au 16 novembre dernier, aux environs de 22 h. Le présumé meurtrier, Raphaël Abesolo, tout juste âgé de 24 ans, est passé aux aveux. Le 9, il descend en Colzier où il fait un braquage avec arme dans son domicile. Il emporte la somme de 800 000 francs. Le 12, dans le même secteur, en Colzier, dans une boutique, il abat une personne. Le 15, cette fois-ci, au niveau de Touguébé, il va dans le domicile du Técoulous et Ongo François, où il va tirer à bout portant sur lui en présence de sa femme et de ses enfants. Il va emporter 2 téléphones
et 2 porte-monnaies. Dans sa course-poursuite, un téléphone va rester sur la scène du crime. Les autres suspects sont dans nos locaux. Ils ont participé, pas directement, mais de manière implicite à l'assassinat de M. Eyongo François. C'est au bout d'une traque sans répit que les fins limiers de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2 ont mis la main sur le présumé meurtrier. Dans le cadre des investigations, une première descente a été faite à Ebebda. Nous avons pu recueillir du renseignement. Une deuxième descente sera faite à Soie, où un premier suspect sera interpellé. L'exploitation de ce suspect va nous permettre de faire une deuxième descente au niveau de l'avenue Kennedy, où un deuxième suspect également sera interpellé. L'exploitation de ce deuxième suspect va nous permettre de faire une troisième descente, cette fois-ci au quartier Mvorada, où nous allons interpeller le suspect numéro 1, M. Abosolo Raphaël. La fouille minutieuse de sa chambrette va permettre de mettre la main sur des armes blanches, une machette, un couteau, et en fouillant un sac dans sa chambre, on va trouver l'arme du crime avec une étui dans la chambre. Son exploitation va permettre de faire une 4e descente à l'avenue Kennedy, où 3 autres suspects seront interpellés. Lors de la présentation de celui qui a tiré à bout portant sur son épouse, Yves Donfak, bien que rongé par la douleur, se souvient de cette soirée fatidique du 12 novembre. Il y a un voisin qui descendait à l'heure à l'instant. Il dit qu'il voit quelqu'un qui sort de la boutique, il lui présente l'arme. Que donne-moi tout ce qu'il y a sur toi. Il avait 500 francs et le téléphone, ce qu'il a remis. Il traverse donc entre la boutique, il constate que ma femme est couchée au sol en gisant du sang. Le temps pour lui qu'il est en train d'alerter aux voisins et aux locataires, le gars descend à 600 mètres de moi. Il tire aussi sur son frère. Chance pour lui, ça a pris plutôt les bras. On en est à se demander ce qui a bien pu pousser ce jeune homme à commettre autant de forfaits. Le suspect était sous l'emprise des substances psychotropes. Il a l'habitude d'inhaler ce qu'on appelle la colle. Parce que lorsqu'on effectue la battue à proximité du domicile du défunt Sier Eyongo François, on a trouvé un sac mandioc dans lequel il y avait beaucoup de ces substances-là. Même lorsqu'on l'a interpellé dans son domicile, je peux vous rassurer qu'il était sous l'emprise de ces substances-là. L'occasion faisant le larron, un appel à la vigilance et à la collaboration est lancé en direction des populations, surtout en cette veille de fête de fin d'année où l'ennemi ne dort pas. J'invite la population de notre circonscription à faire davantage confiance à la gendarmerie nationale et aux forces de maintien de l'ordre. Parce que le chef de l'État a prescrit cela à travers la maxime principielle, la composante de armée-nation. Ce n'est que par une collaboration harmonieuse entre ces deux composantes-là que nous pouvons avoir un rendement optimal. La gendarmerie nationale est sur les traces d'autres malfrats qui font perdre le sommeil aux populations ces derniers temps, braquant et tuant de paisibles citoyens. Autre actualité dans ce journal, encore des irrégularités dans l'attribution des titres d'exploitation forestière et des quotas de bois à l'exportation au Cameroun. C'est ce qui ressort du rapport sur l'observation indépendante des forêts. Et malgré les mesures gouvernementales mises en place, le bois camerounais continue d'emprunter des circuits illégaux et la biodiversité en prend un coup. Élisée Bogbar, Marcelin Gansop. C'était une intrusion dans une activité qui brasse beaucoup d'argent et qui est aussi malheureusement le terrain fertile de l'illégalité. C'est que les chaînes d'approvisionnement en bois laissent voir beaucoup d'irrégularités. C'était une approche qui a consisté à faire des revues documentaires, aller au sein des administrations pour pouvoir prendre les informations sur la légalité des titres, pour voir les quotas qui sont attribués aux entreprises et aussi pour voir si ces entreprises-là ont effectivement respecté les quotas. On a eu des entreprises qui ont évolué en marge en fait de la législation. La question que nous sommes posées, où allait ce bois qui a été exploité de façon, je pourrais dire, illégale pour le cas des Assamela. On s'est rendu effectivement compte qu'il y a des entreprises qui ont dépassé les quotas. Le projet démarré en août 2019 s'est appuyé sur l'observation indépendante de certain nombre d'activités forestières, avec l'appui de plusieurs organisations de la société civile basées dans les régions du centre, du sud et de l'est. Les rapports des différentes constatations sont sur la table du ministre des Forêts et de la Faune. Nous n'avons pas toujours eu le retour de l'administration. Nous estimons que ce rapport est encore en étude au niveau du ministre et nous attendons que d'un mois à l'autre, le ministre pourra réagir et, comme il dit, appliquer les sanctions qui s'imposent. Parce que dans le cadre de nos activités, tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir contribuer au renforcement du contrôle dans le secteur forestier. Donc travailler de façon à rendre le secteur forestier plus transparent et améliorer la gouvernance. Ça, c'est notre modeste contribution que nous pouvons apporter à l'administration en charge des forêts.
financé par le programme FAO, Union Européenne FLET. Le projet qui est arrivé à son terme a permis de voir clair sur les chaînes d'approvisionnement en bois. Question de renforcer la gouvernance forestière, qui reste encore un grand défi au Cameroun. Des données importantes ont pu être collectées au cours du projet qui nous permettent de comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le mode, par exemple, d'attribution des titres forestiers au Cameroun, dans l'attribution même des quotas de bois à l'exportation. Mais nous sommes confiants que l'administration des forêts et l'administration camerounaise en général font vraiment un travail important pour assainir le secteur forestier au Cameroun. Et avec l'appui du FODER, ils pourront arriver à faire quelque chose de bien. La société civile, dont FODER, espère que le gouvernement va tirer les leçons des résultats obtenus afin que le bois camerounais emprunte le circuit légal qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche pour ramener les brebis égarées sur le droit chemin. Et cette exploitation illégale du bois fait perdre à l'État du Cameroun 20 milliards de francs CFA en 2 ans. Réagissant au rapport du ministère des Finances qui dénonce l'exploitation abusive ou non contrôlée des ressources naturelles du Cameroun, les bailleurs de fonds exhortent les pouvoirs publics à engager des réformes afin de sécuriser les recettes de l'État. Aïk Cyril. Selon des chiffres du ministère des Finances, l'exploitation illégale du bois a fait perdre à l'État du Cameroun 20 milliards de francs CFA entre 2018 et 2019, soit 10 milliards de francs CFA de pertes par an. Toute chose qui inquiète l'Union européenne. L'un des partenaires financiers du Cameroun invite le gouvernement à engager des réformes afin de réglementer l'exploitation du bois et sécuriser les recettes de l'État. C'est comme un rapport officiel du gouvernement qui est sorti, du ministère des Finances qui a fait ses enquêtes. Et nous, en tant qu'Union européenne, on est aux côtés du Cameroun pour augmenter les recettes domestiques. Parce que pour être un pays souverain, indépendant, c'est l'indépendance d'abord budgétaire, financière. Donc quand on perd 20 milliards de francs sur 2 ans, il faut absolument s'attaquer au problème pour retrouver des grandes sources de financement pour le budget de l'État. Donc c'est vraiment nous, en tant que partenaires, on se positionne pour appuyer des réformes dans ce sens-là. Des experts estiment, en attendant les réformes qui vont révolutionner l'industrie du bois au Cameroun, que le secteur de l'artisanat, parmi tant d'autres, est en panne du fait du commerce illicite du bois. Lorsqu'on parle du bois illégal, c'est des bois qui sont vendus par des artisans camerounais qui le font à la tronçonneuse, qui n'ont pas de moyens de logistique nécessaires pour pouvoir exploiter. C'est ce bois qui est appelé bois illégal. Nous avons beaucoup de difficultés, on ne parvient même pas à avoir le bois de qualité, ils sont constitués de nœuds, bref les déchets, et du coup l'industrie artisanale au Cameroun est biaisée. Sous l'égide de la Fédération camerounaise des professionnels du bois, Yaoundé abrite une rencontre de promotion du bois légal, des forêts communautaires et industrielles dans le secteur de la transformation du bois. Objectif, structurer la filière et réglementer l'exploitation du bois au Cameroun. Et c'est avec ce reportage de Aïk Cyril que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bert Bissay. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information in the English language. We begin on health to say that today is being commemorated as the World Day for the fight against HIV and AIDS. And in Cameroon, experts say the fight against the coronavirus pandemic adversely affected the fight against HIV and AIDS. And unfortunately, the prevalence rate of HIV has been on an increase. Regions like the central region and the south regions of Cameroon are said to be leading as far as the prevalence of HIV and AIDS is concerned. Immaculate Fogwe tells us more. According to the committee in charge of fighting against HIV and AIDS in Cameroon, 37,435 new infected cases have been registered during the first semester of 2020, with a prevalence rate of 3.1%. As of statistics gotten from 2018, there are 540,000 people living with HIV/AIDS in Cameroon. It's fair to say that there has been progress in the number of HIV/AIDS related deaths,
with a decrease in the number from about 23,000 to 18,000 since 2010. There's also been a decrease in the number of new infections from about 36,000 to 22,000 within that same period. The South and Central regions top the list of infected persons, which stands at 5.9 and 4.1 respectively. Adamawa 3.9 and East region 3.7. Out of the 37,435 infected persons, only 30,061 persons are on treatment. Statistics in Cameroon shows that 74% of people know their HIV status, and just 52% of that 74% are on treatment. That shows us that a lot of work has to still be done to up our goals. In order to reduce the number of infections, the Ministry of Public Health, alongside partners, have begun carrying out free HIV rapid testing and awareness campaigns. There have been lots of strategies that have been put in play by the government and other non-governmental organizations. Strategies such as the 1990 target inhibition, which says that 90% of people living with HIV/AIDS should know their status. And of those 90% of people, 90% of them should be placed on treatment, and 90% of them should have a suppression of their viral load. HIV is still considered a terminal disease, despite the fact that many carriers in Cameroon live a normal life. World AIDS Day, commemorated on the 1st of December, is dedicated to raising awareness on the AIDS pandemic caused by the spread of HIV infections, and equally mourning all those who have died of the disease. And health officials in the southwest region of Cameroon are expressing fears that the region might likely experience a disturbing second wave of the coronavirus. According to the health officials, inhabitants of the region in a larger portion have neglected or are relenting the effort in combating COVID-19 with regards to respecting barrier measures. The key official of the Southwest Regional Delegation of Public Health, Dr. Sana Eba, was speaking during a 3-day working, after a 3-day workshop in Boya, training officials on sensitizing against COVID-19. The campaign against COVID-19 is taking another reinforcement approach, and Dr. Eba Esana of the Southwest Regional Delegation of Public Health explained why the population of the region must stay consistent in respecting all the preventive measures against the pandemic. Today, we are having close to 807 cases. Those have been contracted COVID-19 in Southwest. To say that is a real. In Boya, a 3-day seminar for all the district medical officers of the region is organized to better apt these health personnel on how to tackle the second wave of the pandemic, which is imminent. We are capacitating again our health staff to be prepared for eventually the second wave on COVID-19 coming, because across the world it's already efficient. So we are preparing. And the United Nations World Health Organization was at the center of this 3-day seminar. Dr. Aliou Mustafa, WHO Southwest Regional Coordinator, at the closing ceremony came back on the input of his organization in the fight against COVID-19 in general, and the 3-day seminar in particular. WHO, through the Pandemic Emergency Financing Facility of the World Bank, was able to secure some funds to support COVID-19 response in the Northwest region and the Southwest region. So we are actually in the Southwest region, where we are supporting the training of doctors and nurses from all the health districts in the region to be able to manage cases of COVID-19 well, and also to ensure effective infection prevention and control in the health facilities and in the community. Other campaigns have been planned in the days ahead, and that will continue until COVID-19 is beaten out of the Southwest region, the organizers say.
The training workshop brought together district medical officers from the 6th Division of the Southwest region of Cameroon. And now from Health, we talk something else to say that ex-combatants of Boko Haram in Marine, the Diamari division of the Fano region of Cameroon, say they regret ever taking off arms against their brothers and sisters, and also ask that separatists in the northwest and southwest regions of Cameroon drop their weapons. The ex-fighters who are speaking recently at the DDR Center in Marwas Innocent as a tells us in the following report. November 30th, 2020 marks exactly 2 years that ex-Boko Haram fighters dropped down their arms to join the Meri DDR Center. Atrocities and pain inflicted the population, they say, are regrettable. Nous regrettons d'avoir fait cette guerre. On est fiers. We regret having gone into war against our own brothers and sisters. We are happy laying down our arms. Que nous restons en paix ici au Cameroun. While in the DDR Center, these ex-Boko Haram combatants in their hundreds, with about 55 of them children, have either been transformed via education. Lancez! Lancez! Il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. It is not easy teaching these children who have never been to school and do not understand French. Ils ne comprennent pas le français. It is thanks to an ex-combatant who helps to translate in the dialect. Through him, we are moving forward. C'est avec lui qu'on évolue. They are intelligent children. They memorize and learn fast. Ces enfants ont un avenir meilleur. Donc ils apprennent vite, ils captent bien les choses. Ils ont les mêmes chances que d'autres enfants. Or through empowerment activities like sewing, mechanics, farming, to mention but these. When we came, we don't start plenty things for Cameroon. We have learned a lot in Cameroon, thanks to the authorities. With open engine, everything where we don't learn from inside this Cameroon. So it's very thank you for everybody. An opportunity the ex-combatants from Nigeria and Cameroon wish be embraced by armed separatists still in bushes in the northwest and southwest regions of Cameroon. All the people where they live inside bush where we live their concept, let them pull their gun, let them come for our side. Now we don't have any problem. We beg the separatist fighters to drop down their arms like us and accept dialogue for sake of peace. Head of the DDR Regional Center dwells more on activities of these ex-Boko Haram fighters. We have 300 ex-fighters in our center since the 13 November 2018. Now we have 180 here in Meri. We can see how they can do here to occupy this ex-fighter. We have agriculture, mechanic, auto, even the school. We are here to accompany them to reintegration in the future for our nation. Commemorating their second anniversary, different competitions like football matches and gaming, often between the ex-Boko Haram combatants and the military, characterized the day. Same activities which always keep them busy in the center. Men of God in the northwest and southwest regions of Cameroon have urged the government of Cameroon to reduce force in their quest to find a solution to the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon, and also hold those eating fat from the crisis responsible. The men of God made the declaration and, of course, compiled in a declaration signed at the end of a meeting on Buya, chieftain of the southwest region. Reporter Smart Njikange tells us more. As the Anglophone crisis continues to bring pains upon those living in the two English-speaking regions of Cameroon with no solution yet, church leaders from the Presbyterian, Catholic, Baptist, Pentecostal, and Muslim have met
in Buea to discuss the effects of the crisis. It is our mission to continue to stand in the gap for our suffering people and to carry on the mission of the head of our different religious bodies, Jesus Christ, who is the Prince of Peace. So we do so as part of our religious duty and mission to the people of God in the different towns, villages, and cities in the Northwest and Southwest regions. And we think that it is a huge responsibility and a command given to us by Christ himself that we must do everything to fulfill. The leaders meeting at a capacity building workshop with a theme, Peaceful Conflict Resolution and Sustainable Peace for pastors and church leaders in Cameroon, say if such gatherings were held earlier, they would have had a solution to the Anglophone crisis. If we had had this 4 years ago, probably as religious leaders, we might have contributed a lot right from the beginning. But better late than never. I'm going equipped to continue until I personally see peace in this particular situation. As one of the major resolutions taken by the men of God, they are calling on government to consider less and less military options to resolving the crisis in the Anglophone regions. Expectations were high at the end of the workshop. At the end of the workshop, we will be able to function as effective instruments of peace, effective mediators of conflict in our respective dioceses, in our respective religious communities, that we are able to give a message that is relevant, especially in the context of what we are suffering now in the northwest and southwest regions, and even in the far north region with Boko Haram and all of that. According to analysts, they say the outing made by the clergymen is welcomed, but the time of talking is over. Now, people in the northwest and southwest region are expecting to see action on the field. That report brings us to the end of the midday newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Information continues on Equinox at 6 p.m. You shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Berbissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain 7h. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans une poussière de secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.